Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec l'une des histoires vraies les plus intéressantes qui m'a été donnée de chercher dans le cadre d'une Cheat Charlton. C'est assez bouleversant, mais c'est vraiment une histoire là, passionnante. Allez vous chercher un petit café et on commence. L'histoire se passe en 1957 dans l'État de la Californie aux États-Unis. Je vais commencer par parler des parents Dorothy et Clark parce que c'est impossible de comprendre l'histoire dans son ensemble si on parle pas des parents avant tout. Premièrement, la mère Dorothy est née dans une famille fermière et quand elle était jeune, elle a reçu un coup à la tête très fort. Ça lui a causé des problèmes neurologiques et des problèmes de vision toute sa vie. Donc ça, c'est important de le mentionner qu'elle n'avait pas toute sa tête, vraiment. Ensuite, le père Clark a vécu toute sa vie dans des orphelinats. Donc, il se promenait d'une famille d'accueil à l'autre. Après, il se retournait dans les orphelinats parce que son père s'était fait frapper par la foudre quand il était très jeune et sa mère s'occupait de des bordels. Donc, elle n'avait pas vraiment de temps pour son fils. Elle allait rarement le visiter à l'orphelinat. Toute sa vie, Clark, comme il était très fâché contre sa mère, il faisait rire de lui à l'école. Fait qu'il n'a vraiment pas eu une belle enfance non plus. C'est pourquoi c'est difficile de leur en vouloir, mais bon, vous allez voir, on va changer d'opinion éventuellement. Un peu plus vieux, Clark travaillait dans une usine de la Deuxième Guerre mondiale et c'est là qu'il a connu sa femme Dorothy, qui avait 20 ans plus jeune que lui. Et ils se sont mariés et tout de suite, quand ils se sont mariés, Clark a commencé à battre violemment sa femme. Même qu'à force de la frapper, la vue de Dorothy a considérablement baissé. Puis il empêchait sa femme de sortir, de faire quoi que ce soit. Mais vu qu'elle voyait presque rien, elle était entièrement dépendante de son mari. Fait que c'est une bien triste histoire. Clark détestait les enfants, il en avait jamais voulu, mais après 5 ans de mariage, Dorothy est tombée enceinte d'une petite fille. Et au bout d'1 mois et demi seulement, la petite fille est morte d'une pneumonie parce que Clark détestait entendre sa fille pleurer, ça le dérangeait. Fait qu'une fois, je pense qu'il l'a mis dans le garage alors qu'il faisait très froid. Et elle avait passé toute la nuit toute seule, un petit bébé de même pas 1 mois. Donc elle a attrapé une pneumonie et en est morte. C'est vraiment triste. 1 an après, le couple a eu un petit garçon et le petit garçon est mort au bout de 2 jours parce qu'il était atteint d'une maladie, je me rappelle pas du nom, mais qui atteint vraiment juste les nouveau-nés. Ça peut se guérir, mais le petit garçon est malheureusement mort. 3 ans après, ils ont eu un autre petit garçon qui était atteint de la même maladie que le précédent, mais malgré tout, le docteur a dit il est quand même très en santé, il va s'en sortir, inquiétez-vous pas. Et comme Clark demandait à Dorothy de garder la maison en silence total, il voulait pas que le petit garçon parle, il voulait pas qu'il joue en faisant du bruit. Donc le petit garçon a développé un retard du langage, un retard un peu mental aussi parce qu'il pouvait pas jouer en faisant du bruit, il pouvait pas parler sans se faire disputer par ses parents. Donc il y a eu de gros problèmes au niveau de l'apprentissage. 5 ans plus tard, la petite Jenny est née. Je vais l'appeler Jenny, en fait c'est pas son vrai nom. Dans les médias au départ on l'appelait Jenny pour protéger son identité, mais ensuite on a su qu'elle s'appelait Suzanne. Je vais continuer à l'appeler Jenny quand même. Et c'est là que l'histoire commence. Quand Jenny est née, elle est née toute petite, vraiment toute maigre. Donc, elle a eu besoin d'une transfusion sanguine. Donc, ça commençait déjà mal pour cet enfant. Et éventuellement, elle a grandi, elle a grossi et elle a repris sa santé. Quand elle a eu 3 mois, ils ont découvert qu'elle avait un disloquement, je pense, en tout cas, de la hanche. Elle devait donc porter une sorte de prothèse pour bébé et à cause de cette prothèse, elle a eu un retard sur tous les autres enfants pour commencer à marcher. Elle a commencé à marcher très tard. Et c'est un enfant, on peut dire, différent. Elle n'aimait pas vraiment se coller sur ses parents. Elle n'avait pas besoin d'amour, elle était super indépendante. Elle ne parlait presque pas et avait beaucoup de difficultés à ingérer la nourriture. Fait qu'elle a mangé liquide, là, je te dirais peut-être les 7 premières années de sa vie. À l'âge de 11 mois, Jenny est en bonne santé. Elle n'avait pas de retard mental ni rien. Par contre, elle était dans le 11% du poids de ses enfants de son âge. Alors qu'à sa naissance, c'était dans le 50%. Elle est née toute petite. Après la transfusion sanguine, elle était normale dans le poids. Elle était dans le 50%, mais là, elle est tombée dans le 11%. Ça veut dire qu'il y a juste 11% des enfants qui avaient le même poids qu'elle. Elle a extrêmement perdu de poids
en dedans de 10 mois. C'était dû à la malnutrition, mais on ne savait pas encore à cette époque-là. À ses 14 mois, donc 1 an et 2 mois, Jenny a attrapé une pneumonie. On l'a amenée à l'hôpital et le docteur l'a diagnostiquée avec un retard mental. Quand Jenny a eu 20 mois, sa grand-mère paternelle a eu un accident d'auto et elle est morte. Ça l'a vraiment affecté le père de Jenny, Clark, de perdre sa mère. Ça l'a vraiment bouleversé, puis il a commencé à trouver la société extrêmement dangereuse. Donc le père a décidé d'isoler toute sa famille du reste du monde, encore plus qu'avant. Il a aussi décidé de surprotéger Jenny à cause de son retard mental. Il trouvait la société beaucoup trop dangereuse pour sa petite Jenny. Donc il a décidé de déménager dans l'appartement de la mère de Clark. Et c'est vraiment là que toutes les horreurs ont commencé. La petite Jenny était forcée à porter une camisole de force pendant plus de 13 heures par jour. Et en fait, toute la journée, elle était sur un petit bol de toilette avec sa camisole de force pendant 12, 13, 14 heures. La nuit, on l'enlevait du bol de toilette et on la couchait dans une sorte de sleeping bag pour pas qu'elle bouge. Fait qu'elle avait encore sa camisole de force, plus le sleeping bag, fait qu'elle pouvait pas bouger les mains, ni les pieds, ni rien. Et ça arrivait même qu'il l'oubliait sur le bol de toilette, donc elle passait 24 heures assise sur une toilette, les bras comme ça. C'est tellement triste. Si Jenny, elle parlait, elle faisait une sorte de bruit, son père la battait avec une grosse planche de bois. Fait que Jenny, elle a appris à se taire. Et même que des fois, si Jenny faisait trop de bruit, son père y aboyait, il faisait des grondements de chien, même que des fois, il la griffait. Et ça le fait que Jenny, ensuite, elle a développé une phobie extrême des chats et des chiens. Jenny n'était presque pas nourrie. On la nourrissait de nourriture pour bébé, de la purée ou des céréales. Elle se faisait aussi nourrir à la petite cuillère par son frère et son père. Et lorsqu'elle s'étouffait avec sa nourriture ou elle avait plus faim, son père ou son frère lui mettait le visage dans le bol de nourriture, comme un chien. Et quand elle faisait trop de bruit ou elle se plaignait qu'elle avait faim ou peu importe, ça arrivait à Clark de faire sauter des repas à Jenny. Donc elle était déjà très mal nourrie. Même que des fois Dorothy, durant la nuit, elle se réveillait pour aller nourrir sa fille en cachette parce que Clark la laissait pas s'approcher de Jenny. On sait pas pourquoi il la laissait pas s'en approcher, mais il faisait pas confiance à sa femme. Et le père détestait tellement le bruit qu'il laissait même pas sa femme parler et il interdisait à quelconque membre de la famille, soit le frère ou la femme, de parler en présence de Jenny pour pas qu'elle entende des voix, une sorte de langage. Donc Jenny pense qu'elle avait quoi, 7 ans, 7-8 ans, elle n'avait jamais dit un mot de sa vie. C'est quand même fou. La chambre de Jenny était toujours dans le noir. Les seuls jouets que son père lui permettait d'avoir, c'était un vieux guide de télévision, des plats en plastique ou un imperméable. Donc Jenny, elle pouvait juste s'amuser avec ça. Il laissait personne sortir de la maison, il y avait juste le frère qui avait le droit de sortir pour aller à l'école. Donc il allait à l'école et il revenait très vite à la maison. Et Clark, c'était vraiment un homme violent envers chaque membre de sa famille, même que ça lui arrivait souvent de menacer son fils ou sa femme ou Jenny avec une arme. À ce point-là, Dorothy était presque aveugle. Elle se faisait battre presque chaque jour par Clark. Même que Clark obligeait son fils à battre Jenny. Et le fils aussi se faisait battre constamment. Et ça arrivait souvent que le frère de Jenny voulait s'enfuir de la maison, faire une fugue, mais il avait trop peur des répercussions. Mais le père était quand même conscient qu'il maltraitait sa fille. Lui, il était persuadé que sa fille allait mourir bientôt. Et il a dit, si elle atteint l'âge de 12 ans, je vais laisser Dorothy, je vais laisser ma femme aller lui chercher de l'aide. Et quand Jenny a atteint l'âge de 12 ans, il a tout simplement changé d'idée. Il dit, non, on la sauvera pas, elle est bien correcte ici. En octobre 1970, Clark et Dorothy ont eu une énorme dispute parce que Clark interdisait Dorothy d'appeler sa famille. Et c'est ça qui a déclenché comme une sorte de sentiment de courage et de rébellion chez Dorothy. Donc c'est à ce moment qu'elle a décidé de quitter la maison, de s'enfuir avec Jenny. À ce point-là, le frère de Jenny s'était déjà enfui de la maison, il habitait plus là. Ses parents savaient pas où il était allé. Donc Dorothy est partie vivre chez ses parents avec la petite Jenny. Le 4 novembre 1970, là, ça fait 3 semaines que Dorothy et Jenny habitent chez les parents de Dorothy. Elle a décidé de sortir, d'aller dans un centre pour trouver de l'aide financière pour les non-voyants. Comme Dorothy ne voyait rien, elle s'est trompée de porte et elle est entrée dans un centre de services sociaux en tenant Jenny par la main. Quand l'assistante sociale a vu Jenny pour la première fois, elle a tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, elle pensait que c'était une jeune autiste de 6-7 ans. Mais quand elle a su qu'elle avait 14 ans, cette femme, cette sainte, a appelé la police.
tout de suite. On a arrêté Dorothy et Jenny a été amenée à l'hôpital finalement. Mr. Wiley? Yes. Why did you keep your daughter in a room? Mr. Wiley has no comment. No comment. We haven't had time to discuss the charges. We haven't even seen them. Jeannie's parents were both charged with willful abuse. En arrivant à l'hôpital, tous les docteurs sont vraiment intéressés au cas de Jenny. Le 17 novembre, la découverte de Jenny a été annoncée dans les médias. Officials in the Los Angeles suburb of Arcadia have taken custody of a 13-year-old girl and they say was kept in such isolation by her parents that she never even learned to talk. The girl still wore diapers and was uttering infantile noises, and a social worker discovered the case 2 weeks ago. Et le 20 novembre, on avait déjà accusé le père. Il s'apprêtait à aller en cours et il s'est tiré une balle dans la tête. Donc, il n'a jamais passé son procès. Il a laissé 2 notes. Une des notes est adressée à son fils. « Sois un bon garçon, je t'aime. » Et l'autre disait « Le monde ne comprendra jamais. » On a laissé tomber les charges contre Dorothy parce qu'elle n'était tout simplement pas apte à défendre sa fille. Elle avait des troubles neurologiques, elle était aveugle et elle avait le syndrome de la femme battue, donc c'est difficile pour elle de prendre une décision logique, si on veut. On a découvert que Jenny était dans un état de malnutrition extrême. Elle mesurait 1,37 m et pesait 27 kg. Elle avait 2 sets de dents dans la bouche, donc elle avait encore ses dents de bébé et ses dents d'adulte par-dessus. Elle avait un abdomen distendu. Ça veut dire, j'ai dû chercher, mais c'est comme, tu sais, les enfants, je sais pas si c'est correct de dire ça, mais sur toutes les photos des enfants en Afrique qui meurent de faim, là, ils ont toujours comme un ventre très bombé. C'est ce qu'elle avait, la petite Jenny. Et à cause du harnais que son père lui forçait à mettre, elle avait des bleus partout au niveau du coccyx. Et elle avait beaucoup de blessures non soignées, que ça faisait plusieurs années que ça empirait. Elle avait des problèmes de hanches et avait l'ossature d'une enfant de 11 ans. Et elle pouvait pas voir à plus de 3 mètres de distance parce que c'était la grosseur de sa chambre, tout simplement. Elle n'avait jamais vu plus profondément que 3 mètres. C'est fou, là. Jenny pouvait pas être debout toute seule. Elle marchait comme un petit lapin. Elle pouvait pas mastiquer, rien avaler de solide et elle avait la mentalité d'un enfant de 13 mois. Et là, éventuellement, son frère est revenu dans le décor, mais Jenny, elle avait aucun signe d'attachement, d'amour pour personne. Elle laissait pas ni son frère, ni sa mère, ni personne d'autre s'approcher d'elle. Elle ne montrait aucun signe d'affection d'ailleurs. Quand elle se fâchait ou était triste, elle se faisait mal à elle-même, elle se frappait, mais jamais elle pleurait ou elle criait. Puis elle avait aucune expression, genre quand on lui parlait, elle savait comme pas qu'on s'adressait à elle. Elle n'avait aucune réponse envers les gens qui lui parlaient, aucune expression faciale ni rien. On pense que Jenny avait été abusée sexuellement par son père parce que ça arrivait souvent qu'elle se masturbait devant les autres. Genre, les gens lui parlaient puis elle commençait à se masturber, même qu'elle essayait d'inclure d'autres hommes dans son jeu, là, pas des femmes. Donc on pense que justement c'est ça, elle aurait appris ça de son père, c'est sûr. Elle avait un retard mental à cause de son apprentissage, mais elle n'avait aucun retard mental psychologique, là. Elle n'est pas née avec aucun retard sur personne. En 1971, donc 1 an après sa découverte, elle avait déjà appris 15 à 20 mots, ce qui est très bon. Jenny, ça a été le cas le plus sévère d'isolation qu'on n'aura jamais vu. Elle a commencé à aimer certaines choses, par exemple, elle adorait les marionnettes. Elle avait une fascination très profonde pour la musique classique, spécialement le piano. En avril 1971, elle avait déjà un âge mental de 4 ans, donc c'est comme si elle avait gagné 3 ans en 1 an. Fait que c'est un très bon progrès. Et là, on voyait qu'elle commençait à s'approcher des gens, elle aimait donner et recevoir des câlins, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Ensuite, en juin 1971, le docteur Jean Butler
a décidé de comme l'adopter, de l'amener chez elle carrément et de s'en occuper. Elle s'était beaucoup attachée à la petite Jenny. Encore là, avec comme l'amour d'une autre personne, elle a commencé à faire beaucoup de progrès. Elle pouvait utiliser la toilette à presque 100% du temps. Mais malheureusement, on a dû, avec le système gouvernemental et tout, on a dû retirer Jenny de cette maison et on l'a placée dans une autre maison. Ils l'ont placée dans la maison d'une autre intervenante sociale nommée Marilyn pendant 4 ans. J'aimerais ça que ça soit ce genre d'histoire. Aujourd'hui, Jenny a un doctorat en anthropologie. Mais malheureusement, c'est pas ça, c'est la vie. Jenny va très bien aujourd'hui, mais elle vit dans une maison pour adultes sous-développée. Elle ne parle presque pas. Elle sait exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle pense à l'aide de quelques mots, à l'aide du langage des signes, mais elle sera jamais capable de parler comme vous et moi. La mère de Jenny, Dorothy, et son frère sont actuellement décédés. J'imagine qu'elle est sous la charge de quelqu'un qui prend les décisions pour elle, mais on n'a pas accès à la petite Jenny, malheureusement. Donc, Obama il est venu se joindre dans notre dernière partie de vidéo et ça le chicha. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça fait changement, ça fait pas peur ni rien, mais c'est vraiment intriguant de voir le développement d'une personne qui se fait pas enseigner le langage, d'aller aux toilettes, d'exprimer ce qu'elle veut, de rire, de pleurer. C'est vraiment intéressant de voir ça. On m'avait beaucoup demandé de parler de Aurore, l'enfant martyr au Québec. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, je pense pas d'en parler parce que il y a vraiment aucune photo, aucune preuve. Je sais que ça a existé, mais il y a aucun support visuel qui pourrait appuyer ma vidéo. Donc je trouve ça un peu plus emmerdant.